expériences terrain qui sont autrement plus excitantes, excusez, que ce que nous apprend la recherche jusqu'à maintenant sur les environnements alimentaires. Recherche qui est un petit peu frustrante par endroits, mais on va essayer de démêler tout ça dans les prochaines minutes. Puis je vais essayer de vous présenter un petit peu l'état des connaissances en termes de comment on mesure l'environnement alimentaire dans les collectivités et comment cet environnement alimentaire-là semble associé ou pas avec l'alimentation. Donc, est-ce que ça fonctionne comme ça? OK. Je vais sauter l'introduction parce que Jeanne et Louis ont tellement bien introduit le sujet de nos environnements alimentaires, comment ça influence les consommations, comment notre environnement s'est transformé au fil du 20e siècle. Donc, moi, je vais tout de suite rentrer dans le vif du sujet. Donc, oui? Il faut parler dans le microphone, s'il vous plaît. Ah oui. D'accord. Parce que les gens d'en arrière vous comprennent mal et la caméra aussi. D'accord. OK. Voulez-vous le micro sans fil? Puis voir oui. votre... oui? Oui. 1, 2, 3. Est-ce qu'on peut... Oui. OK. Est-ce que ça convient comme ça? Attendez, il n'est pas ouvert encore. Est-ce qu'en arrière, vous m'entendez? Ça veut dire oui, ça? Les gens qui sont assis là, près de la cabine de traduction, vous entendez bien aussi? Oui? OK. OK. Bon. Donc, on va commencer par situer un petit peu plus conceptuellement le propos de cette présentation-là. Ensuite, je vais vous parler de différentes mesures, les grandes familles de mesures de l'environnement alimentaire, en fait, plus en lien avec notre approvisionnement en aliments pour être davantage consommé à la maison. Je ne parlerai pas des restaurants dans le cadre de cette présentation-là. On va regarder un petit peu les résultats de recherche sur cette influence-là, puis on va terminer avec une conclusion qui va ouvrir sur la planification de la journée, si on a le temps. Donc, comme le dit si bien Jeanne tout à l'heure, notre environnement influence notre alimentation au-delà des stricts facteurs individuels. Puis je trouve que cette figure-là, qui illustre le modèle écologique des différentes influences, illustre très bien l'ensemble des facteurs et qui sont vraiment nombreux et qui, si on veut, dans le fond, amener les gens à s'alimenter mieux, il faut autant agir sur ces facteurs-là que sur les facteurs qui sont plus individuels, comme les connaissances ou les motivations. Donc, Story, dans sa revue, dans une revue systématique de la littérature qu'elle a faite, elle a identifié l'environnement alimentaire comme tous les éléments externes aux individus qui modulent le choix alimentaire. Mais avant ça, ça ici, j'ai repris la figure qui a été publiée dans l'outil que vous avez téléchargé. Mais avant ça, il y a des chercheurs qui ont essayé de catégoriser les différentes sphères d'influence au niveau de l'environnement sur l'obésité. Et ils ont identifié 4 types de sphères d'influence. Donc, la sphère de l'environnement physique, la sphère de l'environnement politique, c'est-à-dire toutes les normes, toutes les règles qu'on se donne, la sphère de l'environnement économique et l'environnement socioculturel. Et la vision de la saine alimentation, dans ce cadre-là, va définir l'environnement alimentaire comme les conditions dans lesquelles les personnes ou un groupe de personnes vont avoir accès aux aliments, vont les choisir et les consommer. Les chercheurs ont pris la peine de distinguer le micro-environnement et les influences plus macro-environnement. Nous, dans le cadre de la présentation, on va s'intéresser aux influences du micro-environnement, c'est-à-dire les environnements avec lesquels les personnes sont directement en contact. C'est-à-dire quels magasins ils vont aller, quelles sources d'approvisionnement ils vont fréquenter. Donc, ça ici, c'est juste pour faire un clin d'œil au prochain présentateur. Vincent va vous parler plus globalement du système alimentaire et d'une approche axée sur le système alimentaire. Donc, moi, dans la présentation ici, on se concentre vraiment sur ce qui est disponible au niveau du secteur de la distribution et l'influence sur les consommations. Donc, je vais vous présenter différentes mesures. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, allez vite télécharger ce rapport-là qui a été publié par Santé Canada. Il est vraiment très bien fait. En plus, il est traduit en français. Quelle bonne idée. Et il est récent. Il date de 2013.
En plus, ce rapport-là a traduit un paquet de cadres conceptuels et ce cadre conceptuel-là nous présente une façon de caractériser les mesures de l'environnement alimentaire. Puis pourquoi je l'utilise aujourd'hui, c'est parce qu'il a tellement influencé la recherche, le développement de la recherche et le développement des mesures de l'environnement alimentaire. Fait que ça vaut la peine de s'y intéresser un petit peu. Donc, ce qu'on va tenter de mesurer, les variables qu'on va tenter de mesurer, l'environnement alimentaire dans les organisations, j'en parlerai pas aujourd'hui, c'est-à-dire école, domicile, travail. On va s'intéresser plutôt, nous, à l'environnement nutritionnel dans la communauté, c'est-à-dire l'accès aux magasins, aux restaurants, aux autres sources d'approvisionnement. On va s'intéresser aussi à ce qui se trouve à l'intérieur de ces commerces-là ou de ces sources d'approvisionnement-là. Donc, le prix, la qualité, la disponibilité. Et Glanz a aussi identifié l'environnement informationnel, mais dans les recherches, je n'ai pas trouvé grand-chose qui traitait de l'influence de l'environnement informationnel sur les consommations. Et pourtant, on sait comment la publicité et le marketing vont tellement influencer ce qu'on va consommer. Et une dernière catégorie de mesures qui est l'environnement nutritionnel perçu. Donc, c'est une façon qu'on va interroger directement les résidents ou les participants à une recherche sur la façon qu'ils perçoivent leur environnement alimentaire, sur l'accès au commerce, etc. Donc, quel type de recherche on va conduire? Il y a deux grands types de recherche. Il y a un type de recherche qui vise à caractériser les environnements alimentaires dans des territoires donnés. L'INSPQ a fait ça pour le Québec. C'est vraiment une recherche de base, là, comme pour avoir un portrait de l'environnement. Et il y a d'autres types de recherches qui se sont intéressés plus spécifiquement sur la relation entre l'environnement et l'alimentation. Il y a 4 caractéristiques qui sont mesurées très fréquemment, bien, plus fréquemment. La première, c'est l'accessibilité géographique au commerce et aux autres sources. Ça, c'est le type de recherche qui ressort le plus, qu'on a le plus utilisé parce que c'est peut-être un petit peu plus facile de mesurer l'exposition, d'avoir accès aux données. Il y a un autre type de recherche où on a tenté de mesurer quels sont les aliments qui sont disponibles à l'intérieur de ces commerces-là. Un autre type de recherche, on a tenté de mesurer soit le coût ou la capacité de se procurer les aliments à coût abordable, donc un petit peu plus la dimension économique. Et enfin, la qualité des aliments. Il y a quelques outils qui tentent de mesurer la qualité des aliments, soit perçus, soit à partir d'une grille d'observation qui est systématique. Les mesures, excusez l'expression, c'est le bordel. Vraiment. Il y en a 500 qui sont répertoriés à l'adresse Internet que j'indique à l'écran, qui est une base de données qui est compilée, qui est super à jour par le National Cancer Institute. Vraiment, c'est très à jour. C'est très le fun d'aller se promener là-dedans parce qu'on sait qu'on a les dernières recherches, mais tout le monde élabore sa propre mesure. Il y a peu d'études comparatives et vraiment, il y a un manque d'uniformité qui est flagrant, de sorte que quand on arrive pour essayer d'interpréter des résultats de recherche, c'est vraiment difficile parce qu'on ne peut pas se baser sur les mêmes mesures. C'est comme si on avait 2 balances différentes qui ne mesuraient pas le poids de la même façon. Comment on mesure l'environnement alimentaire? Il y a plein de méthodes là aussi. Rapidement, le rapport, ce qui est intéressant dans le rapport de Santé Canada, on classifie les méthodes, donc les outils de collecte de données des mesures. Pour ce qui est l'accès au commerce, on va utiliser, qui est à droite, on va utiliser souvent des bases de données qui sont dans des systèmes d'information géographique et qui vont avoir les répertoires de tous les types de commerces. Et on peut calculer soit les distances, des mesures de distance, de densité de commerce ou d'un type de commerce, ou la diversité de ces types de commerces-là, et d'autres mesures alternatives un petit peu. Au niveau de l'environnement nutritionnel à l'intérieur des commerces, on va mesurer, ça va vite, on va mesurer, par exemple, à partir d'une liste de contrôle, on va se promener à l'intérieur des commerces pour mesurer la qualité ou le prix des aliments. Une autre type de mesure qui est bien intéressante aussi, on va mesurer l'espace d'étalage ou l'espace de vente consacré à un ou plusieurs groupes d'aliments. Et aussi, on peut utiliser des mesures par exemple, la mesure du panier de consommation qu'on connaît.
Il y a un dernier groupe de mesures qui n'a pas été tellement bien détaillé dans cette figure-là, mais qui est toutes les mesures de perception, qui peut prendre, où est-ce que là, on peut vraiment mesurer toutes les dimensions, que ce soit la qualité, l'acceptabilité, des dimensions qui sont qu'on pourrait difficilement mesurer autrement qu'en interrogeant les personnes elles-mêmes. Donc, rapidement, au Canada, dans les villes au Canada, parce qu'en milieu rural, malheureusement, on a peu d'études qui ont été publiées pour les milieux ruraux et les milieux nordiques, mais est-ce qu'il y a des déserts alimentaires au Canada, dans les villes? Il semble que ce n'est pas tellement fréquent. Il y a 3 villes où est-ce qu'on a documenté que l'accès aux supermarchés ou aux épiceries était moins bon dans les secteurs défavorisés comparativement aux secteurs favorisés. À Montréal et Québec, il ne semble pas y avoir de différence. Et que même, souvent, il y a un meilleur accès au commerce dans les secteurs défavorisés comparativement aux secteurs favorisés. Donc, c'est un petit peu... ça, c'est quelque chose qui nous caractérise comparativement aux États-Unis, parce qu'aux États-Unis, des déserts alimentaires, il y en a beaucoup. L'INSPQ publie beaucoup de rapports ces temps-ci qui documentent l'accès des portraits d'environnement bâti qui peuvent être utiles pour vous, aux acteurs de santé publique, aux acteurs de terrain, qui pourraient vous aider dans la planification. Et ils utilisent, à l'UNSPQ, ils utilisent beaucoup l'accessibilité géographique au commerce, ces mesures-là. À Montréal, Lise Bertrand, qui va vous parler tantôt de ses travaux à la DSP, on a mesuré l'accès aux aliments santé en Montréal en mesurant les espaces de vente, donc les étalages qui étaient consacrés aux fruits et légumes frais dans tous les commerces. Puis on a retenu comme étant un commerce qui offrait ces aliments-là, ceux qui y avaient 50 pieds carrés ou plus. On a mesuré ça à l'échelle des aires de diffusion et on a calculé ça dans un rayon de 500 mètres. C'est ce que Louis parlait tantôt, la distance de marche autour des aires de diffusion où est-ce que les gens habitent. Et qu'est-ce que ça l'a donné? La carte ici, ce qu'elle illustre, dans le fond, c'est les endroits où est-ce qu'il n'y a pas d'accès aux commerces qui vendent des fruits et légumes frais en proportion, selon le niveau le nombre de personnes pauvres qui habitent dans les quartiers. Ce qu'on voit à Montréal, c'est vrai qu'il y a peu de déserts alimentaires, mais les petits secteurs géographiques de couleur très foncée montrent des secteurs où il y a un nombre élevé de personnes qui sont en situation de pauvreté et qui n'ont pas accès à des fruits et légumes frais à distance de marche. Donc, quand on fait une analyse plus fine, quand même, on trouve des endroits où ça vaut la peine d'intervenir. Une minute. OK. Donc, si j'avais à résumer en une minute, qu'est-ce qu'on trouve avec la recherche sur les résultats en lien avec l'alimentation? Premièrement, c'est très incohérent. Comme je vous ai dit, c'est un peu le bordel. On n'arrive pas à des associations qui sont consistantes. Ici, l'accessibilité géographique au commerce, quand on regarde 42 articles, vous voyez la barre en rouge là? Bien, il n'y a pas d'association qui a été trouvée entre l'accès au commerce et des résultats d'association. Il y a quand même une certaine quantité qui a un résultat positif, mais dans l'overall, ce n'est pas hyper concluant. Ce que ça nous dit, c'est que cette mesure-là, seule, ne peut pas nous informer de cette influence-là de l'environnement alimentaire. Il faut creuser un peu plus. Mais là, si on regarde au niveau des autres mesures, la disponibilité, le prix ou les mesures de qualité, là encore, c'est que le nombre de recherches n'appuie pas des conclusions qu'on pourrait tirer qui sont très fortes à l'effet qu'il y aurait vraiment une influence entre la disponibilité, le prix et la qualité et l'alimentation. Aux États-Unis, oui, parce qu'il y a beaucoup d'études qui sont faites, il semble y avoir une association, mais dans les autres pays, ce n'est pas consistant. Donc, si on termine avec quelques pistes de recherche en guise de conclusion, qu'est-ce qu'on devrait faire? Et d'ailleurs, ces pistes de recherche-là ont commencé à être explorées dans les travaux. C'est de considérer les espaces d'activité à l'alimentation, c'est-à-dire que plutôt que de prendre seulement l'endroit où les gens habitent,
c'est de regarder l'exposition à l'environnement alimentaire où les gens se déplacent et mesurer l'exposition à l'environnement associée à ces déplacements-là. On devrait aussi regarder plus attentivement les endroits qui sont réellement fréquentés pour l'approvisionnement, donc faire l'association entre le commerce que les gens fréquentent, ce qui est disponible là, la qualité, etc., et l'alimentation. Et ça, c'est très prometteur. De combiner aussi plusieurs méthodes d'évaluation de l'environnement qui incluent aussi les perceptions. Ça, dans toutes les systematic reviews, les synthèses de recherche, cette conclusion-là, cette recommandation-là ressort. Nos mesures, on est trop simplistes dans notre évaluation. Et de considérer d'autres facteurs, comme l'accès au transport, les limites à la mobilité, des facteurs psychosociaux, la santé, parce que dans le fond, notre association, notre relation avec l'environnement alimentaire va dépendre de tellement d'autres choses que la simple exposition. Donc, je crois que je vais terminer ici. Merci beaucoup.